La voix de l'avocat était sèche. Les rires des autres ne l'étaient pas. La pièce semblait plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Peut-être n'était-ce que la tension. Nous étions tous réunis dans le bureau de Maître Dubois. Un homme, petit avec des lunettes à monture épaisse et des cheveux grisonnants soigneusement peignés sur le côté. L'horloge murale ancienne indiquait presque 4 heures de l'après-midi, quand il a finalement ouvert la mallette en cuir marron qui contenait le testament de mon grand-père. « Pouvons-nous commencer ?» demanda-t-il, regardant par-dessus, ses lunettes chacun des présents. Ma mère, Karine, ajusta sa posture sur la chaise en bois sombre. Mon oncle Auguste tambourinait des doigts avec impatience sur son genou. Mes cousins, René et Julie, dissimulaient à peine leur désintérêt. Tous attendaient le partage des biens supposés de grand-père Richard. L'avocat ajusta ses lunettes, se racla la gorge et commença à lire le document avec cette formalité juridique que personne ne comprend vraiment. Dispositions préliminaires, considérations légales, jusqu'à ce qu'il arrive à la partie que tout le monde attendait. À mon petit-fils Gabriel, je lègue ma maison à Valpierre et 1 euro. Le silence emplit la pièce pendant quelques instants. Puis vint l'explosion de rire. Mes cousins hurlèrent presque. Oncle Auguste souriait avec mépris. Mais le pire vint de ma mère. « C'est tout ? Il reçoit une maison en ruine et 1 euro ?» dit-elle entre 2 rires. Je restai immobile, regardant l'avocat, qui semblait aussi mal à l'aise que moi. Ma mère se renversa sur sa chaise, les bras croisés, les yeux vitreux. « Tu as perdu ton temps, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende, en t'occupant d'un vieil homme sénile et fauché. Maintenant, tu reçois ce que tu mérites. » Mes joues brûlaient, mais pas de honte. Je l'observais attentivement et ne vis que de la cruauté déguisée en confiance. Je ne me suis pas dérobé. Je me suis juste levé, j'ai fait un signe de tête à l'avocat et je suis parti, sans dire au revoir. Dehors, je serrais mon manteau contre moi. Le vent de novembre me cinglait le visage. L'enveloppe contenant l'acte de propriété était encore dans ma poche, lourde et étrange. Une maison délabrée et 1 euro, peut-être, n'était-ce que ça. Mais quelque chose dans la façon dont mon grand-père m'avait regardé avant de partir, cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à un début. Sur le chemin de l'arrêt de bus, je me suis souvenu des après-midi passés avec lui ces dernières années. Ma mère disait toujours que c'était une perte de temps, que grand-père était un vieil inutile sans un sou en banque. Mais j'y allais quand même. Nous nous asseyions sur sa terrasse buvant du café fort sans sucre pendant qu'il racontait des histoires de sa jeunesse. Certaines semblaient trop exagérées pour être vraies, surtout quand il mentionnait son temps comme fonctionnaire dans les années 50. « Gabriel, écoute-moi bien », m'avait-il dit une fois, avec ce regard intense qui semblait voir à travers moi. Dans la vie, les apparences sont trompeuses. Les gens ne montrent que ce qu'ils veulent que tu vois. Souviens-toi de ça. À l'époque, je pensais que ce n'était que de la philosophie de vieil homme. Maintenant, avec le poids de cet acte de propriété dans ma poche, je commençais à penser qu'il y avait peut-être plus dans ces paroles que je ne l'imaginais. 2 semaines après la lecture du testament, je reçus un appel de ma mère. Sa voix était contrôlée, plus douce que d'habitude, presque aimable. « Mon fils, j'ai réfléchi. Cette maison de ton grand-père, même en mauvais état, doit valoir quelque chose pour le terrain. Si tu veux, je peux t'aider à la vendre. On partage moitié-moitié. » Je reconnus ce ton, le même qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, le même qu'elle avait utilisé quand elle avait vendu les bijoux de ma grand-mère juste après son décès, prétendant que ce n'était que des babioles sans valeur. J'ai découvert plus tard que c'était des pièces anciennes qu'elle avait vendues pour une petite fortune. « Je vais y réfléchir, maman, » répondis-je, sachant que je n'accepterais jamais. « Ne tarde pas trop. J'ai déjà parlé à un agent immobilier, un ami d'Auguste qui peut s'en occuper rapidement. » Bien sûr qu'elle lui avait parlé. Ma mère a toujours été efficace lorsqu'il s'agissait de convertir les choses en argent. Je raccrochais et restais à regarder par la fenêtre de mon petit appartement à Paris. Je travaillais comme professeur d'histoire dans un collège, gagnais, peu et vivais avec le strict nécessaire. L'idée de vendre la maison était tentante, mais quelque chose me disait d'attendre, d'enquêter. Ce week-end-là, je pris un bus pour Valpierre. Il était temps de découvrir mon héritage. Le voyage dura presque 5 heures.
Le bus serpentait sur des routes secondaires, jusqu'à arriver à ce petit village qui n'apparaissait même pas sur les cartes conventionnelles. Quand je descendis à la gare routière, qui n'était rien de plus qu'un abri avec quelques bancs en bois, je sentis le poids du silence de la campagne. Rien à voir avec le bruit constant de Paris. Je demandai à un monsieur coiffé d'un chapeau de paille où se trouvait la rue des Acacias, et il me montra une montée en terre battue. La maison du père Richard, elle est fermée depuis longtemps. Les gens d'ici disent qu'elle est hantée. Je le remerciai pour l'information et commençai à monter la rue. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre, projetant des ombres allongées sur le sol en terre. En marchant, je pensais à ce que ma mère dirait si elle savait que j'étais là. Elle rirait probablement encore. Mais je ne me souciais plus de ses rires. Il y avait quelque chose dans la façon dont mon grand-père m'avait regardé la dernière fois que nous nous étions vus. Quelque chose dans la façon dont il m'avait serré la main en disant « Fais confiance à ce que tu trouveras, pas à ce qu'on t'a raconté. » La maison apparut au détour du chemin, solitaire face au ciel orangé du crépuscule. Et à ce moment-là, sous la lumière dorée, elle ne semblait pas abandonnée. Elle semblait m'attendre. La maison ne murmurait pas de secrets. Elle les hurlait. Valpierre n'était sur aucune carte digne de ce nom. C'était un village oublié, accroché au bord d'une forêt et de la brume constante qui descendait de la montagne. La maison de mon grand-père était isolée au bout d'un chemin de terre, partiellement engloutie par la végétation et l'abandon. Les fenêtres pendaient comme des ailes brisées, et la porte d'entrée grinçait comme quelque chose protestant contre sa propre existence. Je suis resté à la regarder pendant un long moment avant d'entrer. La clé rouillée tourna avec difficulté dans la serrure. Quand la porte céda enfin, l'odeur de moisi et de poussière envahit mes narines. Le soleil se couchait déjà, et les derniers rayons traversèrent les fenêtres sales, créant des motifs fantomatiques sur le plancher en bois. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme des fantômes figés dans le temps. J'allumai la lampe de poche de mon téléphone et m'avançai dans le couloir. L'électricité avait probablement été coupée depuis des années. Le plancher gémissait sous chaque pas, comme s'il racontait une histoire douloureuse. Il n'y avait pas de photographie, aucun signe de vie récente, seulement des ombres et la faible odeur de tabac à pipe que mon grand-père avait l'habitude de fumer. Je parcourus chaque pièce, m'attendant à moitié à trouver quelque chose, laissé derrière. Une lettre, un journal, n'importe quoi. Mais la maison gardait la bouche fermée, préservant ses secrets. Dans la cuisine, le vieux réfrigérateur frigidaire des années 70 était vide et débranché. Dans le salon, la télévision à tube cathodique semblait être une relique de musée. Dans la chambre de mon grand-père, le lit était fait avec des draps jaunis par le temps. Tout semblait normal, ordinaire, sans rien de spécial. Jusqu'à ce que j'arrive à la cave. La porte menant aux escaliers de la cave était verrouillée. Je trouvai la clé accrochée à un clou à côté, presque invisible dans la pénombre. Je descendis les marches avec précaution, chacune protestant sous mon poids. L'atmosphère était encore plus humide et sombre. Je pointai la lumière du téléphone tout autour et ne vis que de vieilles choses. Un vélo rouillé, des boîtes en carton déformées par l'humidité, de vieux outils. Derrière la vieille chaudière, quelque chose attira mon attention. Une brique lâche légèrement désalignée par rapport aux autres. Je m'approchai et avec soin je la retirai. Là, caché dans la cavité, je trouvai un billet de 10 francs plié en 8, vieux et délavé. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, juste de l'argent oublié. Mais quand je le dépliai et vis le numéro de série, quelque chose se mit en place. Ce n'étaient pas les chiffres eux-mêmes, mais la façon dont ils étaient soulignés au crayon très faiblement. L'écriture de mon grand-père. Un message, le début d'une piste. Je gardai le billet dans ma poche et continuai à explorer. Au fond de la cave, derrière quelques boîtes, je trouvai un vieux bureau. Les tiroirs étaient vides, à l'exception de trombones rouillés et de morceaux de papier vierge. Mais en examinant de plus près, je remarquai des marques de stylo sur le plateau en bois, des empreintes laissées par quelqu'un qui avait écrit avec force. Je pris un crayon et passai doucement sur un papier, révélant des fragments de mots, Opération et 1957. Le téléphone vibra dans ma poche.
C'était ma mère. J'ignorais l'appel et continuais à explorer. Je trouvais une vieille carte de France accrochée au mur, recouverte d'une fine couche de poussière. Certaines régions étaient marquées de petits cercles au crayon, presque imperceptibles. L'un d'eux, sur la côte normande, était plus marqué que les autres. La nuit était déjà tombée quand je remontais de la cave. Sans électricité, la maison était complètement sombre. Je décidai de passer la nuit là. Je retirai les draps qui couvraient le canapé du salon, époussetai du mieux que je pus et m'allongeai, utilisant mon sac à dos comme oreiller. Je ne réussis pas à bien dormir. Les bruits de la vieille maison, les bois qui craquaient, le vent qui sifflait à travers les fentes des fenêtres, me tinrent en alerte. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était comme si la maison était vivante, respirant autour de moi, attendant que je découvre ses secrets. Le matin, le premier rayon de soleil entra par les fentes des fenêtres, me réveillant d'un sommeil agité. J'avais rêvé de mon grand-père debout sur une plage, les poches pleines de billets mouillés. Dans le rêve, il me fixait et disait « Tout est à toi maintenant, Gabriel. Tout ce que j'ai caché. » Je me levai, me lavai le visage avec de l'eau de pluie que j'avais recueillie dans un seau dans le jardin et décidai d'explorer le village. Valpierre était minuscule, une place centrale, une église, une épicerie, un bar et quelques dizaines de maisons. Les gens me regardaient avec curiosité pendant que je marchais dans les rues pavées. À l'épicerie, une dame aux cheveux blancs écarquilla les yeux quand je mentionnais que j'étais le petit-fils de Richard. « Richard de la maison sur la colline ?» demanda-t-elle, baissant la voix comme si elle parlait de quelque chose d'interdit. « Oui, j'ai hérité de sa maison. » Votre grand-père était un homme réservé. Il venait ici, achetait le nécessaire, payait en espèces et retournait dans cette maison. Il ne se mélangeait jamais beaucoup. Elle fit une pause, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. On dit qu'il avait de l'argent enterré dans son jardin, qu'il a travaillé pour le gouvernement sur des affaires secrètes. Je souris poliment, feignant que ce ne soit que des ragots de village. Mais après ce que j'avais trouvé dans la cave, je commençais à croire qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ces histoires. Dans l'unique bar du village, je rencontrai Monsieur Antoine, un homme de près de 90 ans qui affirma avoir été l'ami de mon grand-père. Richard est arrivé ici dans les années 60. Il n'a jamais beaucoup parlé de son passé. Mais une fois, après quelques verres de Calvados, il a mentionné quelque chose à propos d'un naufrage sur la côte normande. Il a dit qu'il avait été envoyé pour récupérer des documents importants. Le vieil homme prit une gorgée de son verre. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là, mais après ce jour, il n'a plus jamais abordé le sujet. Je retournai à la maison, intrigué. Le billet de 10 francs que j'avais trouvé, les chiffres soulignés, la carte avec les marques, l'année 1957, tout commençait à prendre un sens étrange et incomplet. Ce soir-là, je m'assis à la table de la cuisine avec le billet sous la faible lumière d'une bougie que j'avais achetée à l'épicerie. Le numéro de série était A2004U957C. Les chiffres 2041 et 957 étaient soulignés au crayon. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ouvris la carte que j'avais trouvée dans la cave et commençai à tracer des coordonnées. Si 2041 était la latitude et 957 la longitude. Cela donnait un point dans l'océan Atlantique, près de la côte normande. Et 1957, l'année marquée sur les papiers du bureau, pourrait être la date de quelque chose de significatif. Mais qu'est-ce que mon grand-père essayait de me dire? Pourquoi laisser des indices aussi obscurs? Et pourquoi à moi et non à ma mère ou à mon oncle? Je me suis souvenu comment tout le monde avait ri lors de la lecture du testament. Comment ma mère avait dit que j'avais perdu mon temps à m'occuper d'un vieil homme sénile et fauché. Peut-être qu'elle ne savait pas, ou peut-être qu'elle savait mais pas assez. Je pris mon téléphone et cherchai des informations sur des naufrages sur la côte normande en 1957. Internet était lent, presque inexistant dans ce coin perdu, mais je réussis à trouver quelques références à un navire nommé l'Argus, qui avait coulé dans des circonstances mystérieuses. Il y avait peu d'informations disponibles, seulement de brèves mentions sur des sites d'histoire maritime. Alors que la batterie de mon téléphone s'épuisait, je réalisais que je suivais une piste délibérément laissée. Mon grand-père n'était pas le vieil homme sénile que ma famille décrivait.
Il avait tout planifié, la maison apparemment sans valeur, l'euro mentionné dans le testament, les indices cachés. Il savait que seul moi viendrais jusqu'ici, que seul moi aurais la patience de chercher, que seul moi croirais qu'il y avait plus dans l'histoire que ce qui paraissait. Je m'endormis sur la chaise de la cuisine, le billet de 10 francs encore, entre mes doigts, rêvant de trésors submergés et de secrets de famille. Le lendemain matin, je me réveillai décidé. Je devais découvrir ce que mon grand-père avait caché. Et pour cela, je devrais aller au-delà de Valpierre. Je devrais suivre les coordonnées jusqu'à la côte normande et découvrir ce qui s'était passé en 1957 avec le navire l'Argus. Avant de partir, je jetai un dernier regard à la maison. Ce n'était pas seulement une vieille construction abandonnée, c'était un puzzle, une boîte à secrets contenant les derniers murmures d'un homme qui avait joué sur le long terme. Les chiffres n'étaient pas que des chiffres, c'étaient des coordonnées et une date. Cette nuit-là, je n'arrivais presque pas à dormir. Je m'assis à la table de la cuisine, fixant le billet de 10 francs sous la faible lumière de la bougie. Le numéro de série, A2004U957C, semblait pulser devant mes yeux. Les marques de crayon sous 2041 et 957 ne pouvaient pas être aléatoires. J'allumai mon ordinateur portable, priant pour que la batterie dure assez longtemps. Sans électricité dans la maison, chaque minute d'utilisation était précieuse. Je cherchais pendant des heures, suivant des pistes qui ne menaient nulle part. J'essayais d'interpréter les chiffres comme un code postal, une date, une référence bibliographique. Rien n'avait de sens complet. Jusqu'à ce que finalement, vers 3 heures du matin, alors que mes yeux me brûlèrent de fatigue, tout se mit en place. 20,41 de latitude, 95,7 de longitude. Golfe du Mexique. Mais plus que ça, la date d'émission du billet, 1957. L'année de quelque chose de significatif. Je marquais le point sur la carte numérique et restais à regarder l'écran hypnotisé. C'était une région océanique, non loin de la côte mexicaine. Qu'est-ce que mon grand-père avait à voir avec cet endroit? Pourquoi laisser des indices, qu'aussi élaborés pour moi? Quand la batterie mourut enfin, je restais assis dans le noir, essayant de relier les points. Mon grand-père n'était pas le genre d'homme à faire les choses sans but. S'il avait caché ce billet, s'il avait souligné ces chiffres spécifiques, c'était parce qu'il voulait que quelqu'un, moi, les trouve et suive la piste. Le lendemain, je pris le bus pour Caen. La capitale normande se trouvait à quelques centaines de kilomètres de Valpierre, mais c'était l'endroit le plus proche où je pourrais trouver des informations sur ce qui s'était passé près de la côte en 1957. De plus, les coordonnées indiquaient un lieu non loin de la côte française. Le voyage fut long et inconfortable, le bus cahotait sur la route mal entretenue, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au puzzle que mon grand-père avait laissé. Je me souvins des histoires qu'il racontait sur ses jours comme fonctionnaire. À l'époque, je pensais que c'était juste les exagérations d'un vieil homme essayant d'impressionner son petit-fils. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. J'arrivai à Caen en fin d'après-midi le jour suivant. La ville vibrait, l'air humide et salé de la mer envahissant les rues historiques. Je m'installai dans une pension bon marché et, après une douche rapide, je partis à la recherche de la bibliothèque municipale. Le bâtiment était imposant, avec des colonnes néoclassiques et un intérieur frais et silencieux. Je m'approchai du bureau d'information, où une dame à lunettes me regarda avec curiosité. « Bonjour. Je cherche des informations sur un naufrage qui aurait pu avoir lieu en 1957, près de la côte normande, expliquai-je. Section des périodiques. 3e étage, répondit-elle automatiquement, comme si elle recevait ce genre de questions. Tous les jours. Je passais des heures à feuilleter de vieux journaux sur microfilm, mes yeux me brûlant à force d'efforts. Les machines étaient anciennes, l'éclairage précaire. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, je trouvais une petite note dans l'édition du 17 août 1957 du Ouest France. Navire de recherche disparaît dans l'Atlantique. L'Étoile, de mer, un navire au service du gouvernement, a été porté disparu après avoir perdu le contact avec la garde côtière. Le navire, qui transportait du matériel scientifique et des documents classifiés,
aurait été victime d'une tempête soudaine. Des recherches sont en cours, mais les autorités n'ont aucun espoir de retrouver des survivants. Je photographiais la nouvelle avec mon téléphone et continuais mes recherches. Je trouvais 2 autres mentions de l'incident dans les semaines suivantes, toutes brèves et vagues. C'était comme si le gouvernement voulait que l'affaire soit rapidement oubliée. Le lendemain, je visitais les archives départementales. Après avoir expliqué que je faisais une recherche historique sur les naufrages, un fonctionnaire me conduisit dans une salle contenant de vieux dossiers de la marine. Parmi des rapports jaunis et des photographies délavées, je trouvais un mince dossier sur l'étoile de mer. Le document officiel déclarait que le navire avait coulé en raison de conditions météorologiques défavorables, entraînant la perte de tout l'équipage. Cependant, une note manuscrite en marge du rapport disait « Récupération partielle possible de la cargaison. Opération Mousson autorisée. » Opération Mousson. Les mêmes mots que j'avais trouvés gravés sur le dessus du bureau dans la cave de la maison de mon grand-père. Mon cœur s'accéléra. Je suivais la bonne piste. De retour à la pension, j'appelai Jean, un collègue professeur d'histoire qui travaillait aux Archives nationales à Paris. « Jean, c'est moi, Gabriel. J'ai besoin d'un service. »« Salut, qu'est-ce qui se passe ? Peux-tu vérifier s'il existe un dossier sur quelque chose appelé Opération Mousson de 1957 ? Ce serait lié à un naufrage, probablement classifié. » Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. « Gabriel, c'est sérieux. Parce que les archives classifiées, ce n'est pas une blague. C'est pour une recherche historique, mentis-je. J'enquête sur les naufrages des années 50. D'accord. Je vais voir ce que je peux trouver, mais je ne promets rien. Appelle-moi, demain. » Je passai une nuit agitée, me retournant dans le lit inconfortable de la pension. Des images de mon grand-père se mêlaient à des visions de navires coulés et de documents secrets. Le matin, je visitais le musée maritime de Cherbourg, où je rencontrai un historien spécialisé dans les catastrophes navales. Le professeur Antoine était un homme de 70 ans, avec des cheveux blancs épais et une barbe bien taillée. Ses yeux s'illuminèrent quand je mentionnai l'étoile de mer. « Ah, le vaisseau fantôme !» s'exclama-t-il en ajustant ses lunettes. Un cas fascinant et peu documenté. Vaisseau fantôme. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Officiellement, le navire a coulé dans une tempête. Mais certains disent qu'il n'a jamais vraiment coulé, qu'une partie de la cargaison a été récupérée secrètement par le gouvernement. « Quel genre de cargaison ?» demandai-je en essayant de garder une voix neutre. Le professeur se pencha en avant, baissant la voix. Personne ne le sait avec certitude. Les registres officiels ne mentionnent que du matériel scientifique. Mais les rumeurs de l'époque parlaient d'or et de documents politiques sensibles. Il fit une pause. Certains ont même dit avoir vu des hommes du gouvernement ramasser des papiers et des caisses mouillées sur la plage quelques jours plus tard. Je pensais aux billets mouillés que j'avais trouvés cachés dans la maison de mon grand-père, au lien entre l'année 1957 et les coordonnées marquées, au rêve que j'avais fait de lui sur la plage, les poches pleines de billets trempés. « Savez-vous quelque chose sur une opération Mousson ?» risquai-je. Le sourire du professeur disparut, remplacé par une expression sérieuse. « Où avez-vous entendu ce nom ?»« Dans mes recherches, » répondis-je vaguement. Il m'étudia un instant comme pour décider de ce qu'il pouvait me dire. « Cette opération n'a jamais existé officiellement. C'est l'une de ces choses que l'on entend murmurer dans les couloirs, des archives. On dit que c'était une opération de récupération secrète non seulement de documents, mais de quelque chose de plus précieux. Quelque chose que le gouvernement ne voulait pas voir tomber entre de mauvaises mains. Dans l'après-midi, Jean me rappela. « Gabriel, je n'ai rien trouvé sous ce nom exact, mais j'ai trouvé une référence croisée dans un index de documents, classifié des années 50. La référence a été barrée et remplacée par « archives inactives », transférées sous garde personnelle. Garde personnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un avec suffisamment d'autorité a pris la responsabilité personnelle des documents. C'était une pratique courante sous la 4e République pour les affaires extrêmement sensibles. Le document aurait été remis à un agent de confiance pour être gardé. Un frisson me parcourut l'échine. Mon grand-père avait travaillé pour le gouvernement à cette époque. Et s'il était cet agent de confiance ? Y a-t-il un nom associé au transfert ? Demandai-je retenant mon souffle. Laisse-moi voir, oui, signé par un certain R. Olivier.
Ça te dit quelque chose? Richard Olivier, mon grand-père. Je remerciais Jean et raccrochais. Ma tête tournait avec les implications de ce que j'avais découvert. Mon grand-père n'était pas un simple fonctionnaire. Il avait été chargé de garder des documents secrets, liés à une opération de récupération après un naufrage. Mais pourquoi tout cacher? Pourquoi laisser des indices au lieu de simplement me le dire? Je retournais à la pension et passais la nuit à faire des recherches sur la politique française de 1957. La 4e République était une période de reconstruction, mais aussi de tensions internationales, avec la guerre froide qui s'intensifiait et les guerres coloniales. Et si l'étoile de mer ne transportait pas seulement des documents ordinaires? Et s'il s'agissait de quelque chose qui pouvait compromettre des personnalités importantes du gouvernement? Le lendemain matin, j'allais à la poste et m'envoyais le billet de 10 francs à Paris, ne voulant pas risquer de le perdre. Ensuite, j'achetais un billet de bus pour retourner à Valpierre. Je devais examiner la maison à nouveau, avec plus de soin. Le voyage de retour me parut encore plus long. Chaque secousse du bus était comme une pensée inachevée, une pièce du puzzle qui ne s'emboîtait pas. Je ne poursuivais plus des fantômes, je poursuivais l'histoire. L'histoire de mon grand-père, d'un naufrage mystérieux et de documents que quelqu'un voulait garder cachés. Et si ma mère était au courant, c'était peut-être pour ça qu'elle s'était empressée de tout tourner en dérision. Peut-être avait-elle peur que je découvre la vérité. Quand j'arrivais enfin à Valpierre, la nuit était déjà tombée. Je marchais sur le chemin de terre en direction de la maison, les étoiles brillant intensément dans le ciel sans pollution lumineuse. La silhouette de la maison se découpait sur le ciel nocturne, mystérieuse et silencieuse. Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait de la lumière venant de l'intérieur de la maison. Des lumières qui ne devraient pas être là. Parfois, la foi cache plus que le doute. Je m'approchais prudemment de la maison. La lumière qui venait de l'intérieur était faible, vacillante, comme celle d'une bougie ou d'une lanterne. Quelqu'un s'était introduit dans les lieux. Je pensais appeler la police, mais que dirais-je? Que je soupçonnais des intrus de chercher des documents secrets du gouvernement des années 50? J'aurais l'air d'un fou. Je contournais la maison, me déplaçant silencieusement dans la végétation haute. Par la fenêtre de la cuisine, je vis une silhouette bouger à l'intérieur. C'était une femme. Quand elle se tourna brièvement vers la fenêtre, je reconnus le visage de Madame Jeanne, la dame qui faisait occasionnellement le ménage pour mon grand-père. Je frappai à la porte arrière et entendis un cri étouffé de surprise. « Madame, Jeanne, c'est moi, Gabriel, le petit-fils de Monsieur Richard. » La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage ridé et inquiet de la vieille dame. « Mon garçon, quelle peur! Je pensais que c'était quelqu'un. » Elle s'arrêta, comme si elle en avait trop dit. « Quelqu'un qui, Madame Jeanne ?» Elle me tira à l'intérieur et ferma rapidement la porte. « Votre mère et votre oncle sont venus ici hier, » murmura-t-elle. « Ils ont tout retourné. Ils semblaient chercher quelque chose. » Mon sang se glaça. Ma mère soupçonnait donc qu'il y avait plus dans l'héritage qu'une vieille maison et 1 euro. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Rien que j'ai vu. Ils sont partis frustrés. Elle fit le signe de croix. Votre grand-père était un homme intelligent. S'il a caché quelque chose, ce ne serait pas facile à trouver. Je remerciai Madame Jeanne de surveiller la maison et promis de lui rendre visite le lendemain. Après son départ, je restais seul dans l'obscurité, éclairé seulement par la lampe à pétrole qu'elle avait laissée. Si ma mère et mon oncle cherchaient quelque chose, alors mes soupçons étaient fondés. Il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Je ne pourrais pas dormir. Je décidai de reprendre ma recherche, cette fois avec plus de détermination. Si mon grand-père avait caché quelque chose d'important, il aurait choisi un endroit que seule une personne de confiance trouverait, quelqu'un qui prêterait attention aux détails. Je commençai par le premier étage. Les chambres avaient déjà été fouillées, probablement par ma mère et mon oncle. Tiroirs ouverts, matelas retournés, même le faux plafond portait des marques de quelqu'un ayant tenté de vérifier s'il y avait quelque chose de caché là. Dans le couloir qui reliait les chambres, je remarquai quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Un crucifix en bois pendait de travers sur le mur. C'était un objet simple, sans fioriture, le genre de chose qui n'attirerait pas l'attention. Mon grand-père n'était pas particulièrement religieux, donc la présence de cet objet semblait déplacée. Je m'approchai et touchai la croix.
Elle bougea facilement, comme si elle était simplement posée sur le mur, et non clouée. Je la retirai avec soin et à ma grande surprise, je découvris qu'il y avait une petite cavité dans le plâtre. Encastré dans le mur se trouvait un coffre-fort métallique. Ce n'était rien de sophistiqué. Juste une boîte avec une serrure à combinaison classique, de celle avec un cadran rotatif. Il me faudrait une séquence de chiffres pour l'ouvrir. Les chiffres du billet. Ce devait être ça. Je pensais aux chiffres soulignés, 2041 et 957. Mais quelle serait la bonne combinaison? J'essayais plusieurs permutations. 2004 957, 905 7204, 204, 95, 7, rien ne fonctionna. Le coffre restait obstinément fermé. Je m'assis par terre dans le couloir, frustré, la lampe projetant des ombres dansantes sur les murs. Qu'est-ce que je manquais? Mon grand-père n'aurait pas créé quelque chose d'impossible à résoudre. Il voulait que je trouve ce qui était caché, mais il ne voulait pas que ce soit trop facile. Je me souvins alors du testament. Je lègue ma maison à Valpierre et 1 euro. Pourquoi spécifiquement 1 euro? C'était une somme si étrange, si symbolique. Un chiffre. Je me levai d'un bond. Et si la combinaison n'avait que 4 chiffres? Je regardais de nouveau les chiffres soulignés, 2041 et 957. Le premier avait 4 chiffres. Le second, 3. J'essayais 2041. Rien. J'essayais 0957, en complétant avec un 0 à gauche. Rien. Je restais là, fixant le coffre-fort, essayant de penser comme mon grand-père. Il était méthodique, précis. Il n'aurait rien laissé au hasard. Le numéro de la maison. Valpierre, rue des Acacias, numéro 41. Les chiffres soulignés étaient 2041. Et si c'était plus simple? 2041. Je tentais la combinaison. Le cadran tourna doucement et, sur le dernier chiffre, j'entendis un clic satisfaisant. Le coffre était ouvert. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, une petite clé, dorée et une photographie en noir et blanc. Mon grand-père à côté d'une grande caisse en bois portant l'emblème du Trésor public. Au dos, un message écrit à la main. La confiance se gagne dans le silence, mais le silence ne peut durer éternellement. J'ouvris l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, je trouvais une liasse de titres au porteur jaunis, par le temps mais toujours valide, et un dossier épais avec l'étiquette « Opération Mousson ». Ma respiration se coupa. Il ne s'agissait plus d'héritage. Il s'agissait de vérités enfouies. Le dossier contenait des rapports dactylographiés, certains avec des tampons confidentiels en rouge. Les premières pages décrivaient la mission officielle de l'Étoile de mer, transporter du matériel scientifique vers une base de recherche. Mais les pages suivantes racontaient une autre histoire. Le navire transportait en réalité des documents compromettants sur le financement illégal de campagnes politiques, ainsi que des lingots d'or détournés du trésor public. Lorsqu'une tempête inattendue frappa le navire, le capitaine envoya un appel de détresse. Mais au lieu d'une opération de sauvetage normale, le gouvernement activa l'opération Mousson, un protocole secret pour récupérer du matériel, sensible à tout prix. Mon grand-père, Richard Olivier, était listé comme l'officier responsable de la récupération des documents. Le rapport indiquait qu'il avait réussi à sauver la plupart des papiers, mais qu'une partie de l'or avait été perdue en mer. La dernière page contenait une liste de noms, politiciens influents, hommes d'affaires, militaires de haut rang, tous impliqués dans les documents récupérés. À la fin du rapport, une note manuscrite, matériel sensible transféré sous garde personnelle conformément au protocole d'urgence. Affaire classée, opération officiellement terminée. La clé trouvée dans le coffre avait une forme ancienne, le type utilisé pour les coffres de banque dans les décennies passées. Une étiquette délavée y était encore attachée, avec le nom d'une banque à Caen. Banque commerciale de Normandie, coffre 4157. Je passais toute la nuit à lire les documents, absorbant chaque détail de l'opération que mon grand-père avait menée puis cachée pendant des décennies. Vers 5 heures du matin, alors que les premiers rayons de soleil commençaient à apparaître, je compris parfaitement pourquoi il avait été si prudent. Les noms sur les listes comprenaient des personnalités qui étaient encore puissantes, des familles qui avaient bâti des empires sur cet argent détourné.
Des gens qui feraient n'importe quoi pour garder ces secrets enfouis. La clé dorée semblait me brûler la main. S'il y avait un coffre-fort à Caen, je devais en vérifier le contenu. Mais avant, je devais cacher les documents dans un endroit sûr. Ma mère et mon oncle avaient déjà montré qu'ils reviendraient. Je remis tout dans le coffre sauf la clé que je gardais dans ma poche. Je repositionnai le crucifix sur le mur, m'assurant qu'il était exactement comme avant. Puis je descendis à la cuisine et préparai un café en utilisant le poêle à bois qui, étonnamment, fonctionnait encore. Pendant que l'eau bouillait, je regardais par la fenêtre le jardin envahi par les mauvaises herbes. La maison que j'avais considérée comme un fardeau était devenue un puzzle fascinant. Et maintenant, je le savais, mon grand-père n'avait jamais été pauvre. Il avait caché sa véritable identité, sa véritable histoire, derrière une façade de simplicité. Il vivait modestement non par nécessité mais par choix, ou peut-être par sécurité. Et s'il y avait un coffre-fort à Caen, que pouvait-il y avoir d'autre de caché là? Le bruit d'une voiture approchant interrompit mes pensées. Par la fenêtre, je vis une Peugeot 308 argentée se garer devant la maison. Je la reconnus immédiatement. C'était la voiture de ma mère. Je cachai rapidement la clé dorée dans la doublure de ma chaussure et me préparai à la confrontation. À venir. Le temps des mensonges était terminé. Au moment où elle vit la photographie, sa voix se brisa pour la première fois de ma vie. La porte d'entrée s'ouvrit avec force, sans que personne ne frappe. Ma mère entra comme une tempête, suivie de mon oncle, Auguste. Elle portait un tailleur pantalon coûteux, comme si elle se rendait à une réunion importante à Paris, et non au milieu de la campagne normande. « Gabriel » s'exclama-t-elle, feignant la surprise en me voyant. « Je ne savais pas que tu serais là. » C'était un mensonge si évident que je ne pris même pas la peine de répondre. Je restais juste debout dans la cuisine, tenant ma tasse de café. « Nous sommes venus aider à nettoyer la maison, » continua-t-elle, regardant autour d'elle avec dédain. « Si tu as vraiment l'intention de vendre, il faudra la rendre présentable. » Je ne me souviens pas avoir dit que je voulais vendre. Mon oncle Auguste s'avança. Il était la version masculine de ma mère, calculateur, toujours bien habillé, pensant toujours au prochain coup. « Sois raisonnable, Gabriel. Qu'est-ce que tu vas faire de cet endroit? Y vivre ?» Il rit. « Tu es professeur à Paris. Tu gagnes une misère. Cette maison, même en piteux état, peut rapporter beaucoup d'argent si elle est vendue à ceux qui construisent des chambres d'hôtes dans la région. » Je pris une gorgée de mon café, sans me presser. Peut-être que j'aime cet endroit. Peut-être que je veux le rénover. Ma mère leva les yeux au ciel. Avec quel argent? Avec l'euro que ton grand-père t'a laissé? Ce fut la goutte d'eau. La colère que j'avais contenue pendant des années commença à bouillonner. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Demandai-je, posant la tasse sur la table avec plus de force que prévu. Et ne me racontez pas cette histoire de nettoyage. Vous ne vous êtes jamais soucié de cette maison ou de grand-père. Un silence tendu emplit la cuisine. Ma mère et mon oncle échangèrent des regards rapides. Ce fut mon oncle qui parla le premier. « Écoute, Gabriel, nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Ton grand-père, il avait certaines choses qui pourraient intéresser toute la famille, pas seulement toi. » « Quelles choses ?»« Des documents, » répondit ma mère, essayant de paraître désinvolte. « De vieux papiers. Peut-être quelques souvenirs de famille. Des documents. » C'était donc ça. Il savait, ou du moins soupçonnait, l'existence de l'opération Mousson. Grand-père n'a jamais rien mentionné d'important. Mentis-je, observant leur réaction. Juste les papiers habituels de factures et d'actes dont le notaire s'occupe déjà. Ma mère s'approcha, essayant de paraître maternelle, un rôle qui ne lui a jamais bien convenu. « Gabriel, ton grand-père était compliqué. Il gardait des secrets, des choses que tu ne comprendrais pas. Alors, explique-moi. » Elle soupira comme si elle parlait à un enfant têtu. « Ton grand-père a travaillé pour le gouvernement dans les années 50. C'était un poste bureaucratique. Rien de spécial. Mais il a eu accès à des informations qui pourraient être précieuses pour certaines personnes. Quel genre d'informations? Cela n'a pas d'importance maintenant, interrompit mon oncle. Le fait est que s'il a laissé quelque chose ici, quelque chose d'important,
C'est dans l'intérêt de toute la famille, pas seulement le tien. C'était un mensonge, bien sûr. Il ne se souciait pas de l'intérêt de la famille. Il se souciait de ce qu'il pourrait gagner en vendant ses documents aux bonnes personnes, ou peut-être en faisant chanter les mauvaises. Je décidai de bluffer. J'ai déjà trouvé ce que vous cherchez. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent une fraction de seconde avant qu'elle ne puisse contrôler son expression. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'allai jusqu'à mon sac à dos qui était dans un coin de la cuisine et en sortis une copie de la photographie que j'avais trouvée dans le coffre. L'original restait caché. Je la posai sur la table. Ça vous dit quelque chose? La photo montrait mon grand-père à côté de la caisse avec l'emblème du trésor public. Ma mère devint pâle. Pour la première fois de ma vie, je vis son visage perdre ce masque de contrôle parfait. Ses lèvres tremblèrent, et elle dut s'appuyer sur la table. « Où as-tu trouvé ça ?» Sa voix faillit, presque un murmure. « Au même endroit où j'ai trouvé les documents de l'opération Mousson. » Mon oncle Auguste jura à voix basse. Ma mère continuait de regarder la photographie comme si elle avait vu un fantôme. Je pensais, commença-t-elle, la voix tremblante, je pensais qu'il avait tout détruit. Apparemment non, répondis-je en l'observant attentivement. Apparemment il te l'a juste caché. Ma mère s'effondra sur une chaise, paraissant soudain 10 ans de plus. Son visage, toujours si composé, si contrôlé, montrait maintenant une peur authentique. « Tu ne comprends pas ce que tu as découvert, Gabriel, » dit-elle, presque suppliante. « Ces documents, les personnes mentionnées dedans, sont dangereuses. » « Alors tu savais. Tu as su tout ce temps. » Elle ne répondit pas directement. « Ton grand-père m'avait prévenu. Il m'avait dit ce qui arriverait si jamais je touchais à nouveau à ça. » Et puis, elle pleura. Pas des sanglots de tristesse mais de peur. Une peur véritable. Elle ne riait plus. Et je réalisais qu'elle connaissait une partie de la vérité depuis le début. Mais elle l'avait enfouie sous des mensonges, espérant que personne ne creuserait jamais. Mon oncle semblait perdu, alternant les regards entre nous deux. « Qu'est-ce qui se passe ici, Karine? Quelle est cette opération? Qu'a vraiment fait, papa ?» Elle leva les yeux, rouges et larmoyants. Papa n'était pas celui que nous pensions, Auguste. Il n'était pas juste un simple fonctionnaire. Il savait des choses qui pourraient détruire des gens puissants. Auguste fronça les sourcils. « De quoi tu parles? Papa n'a jamais eu aucun pouvoir. Il était pratiquement un mendiant quand il est mort. Il a choisi de vivre ainsi, » répondit ma mère en essuyant ses larmes. Il a choisi de se cacher ici, dans ce trou perdu, loin de tous ceux qui le connaissaient. Ce fut mon tour de m'asseoir. Tant de questions se formaient dans mon esprit que je ne savais à peine par où commencer. Pourquoi, maman? Pourquoi s'est-il caché? Et pourquoi as-tu fait semblant qu'il n'était qu'un vieil homme sénile et fauché? Elle prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. Parce que c'était plus sûr ainsi, pour nous tous. Elle regarda de nouveau la photographie. Ton grand-père était impliqué dans quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Quand j'avais 17 ans, il est rentré un soir, paniqué. Il a dit que nous devions déménager, recommencer à zéro. Il a dit que des gens le cherchaient, des gens dangereux. À cause des documents qu'il a récupérés du naufrage? Elle hocha lentement la tête. Il n'est jamais entré dans les détails. Il a dit que moins j'en saurais, plus je serais en sécurité. Mais avec le temps, j'ai assemblé les pièces. Il avait été envoyé pour récupérer quelque chose d'un navire qui avait coulé. Quelque chose qui compromettait des gens au plus haut niveau du gouvernement. Il a accompli sa mission, mais ensuite il a pris une décision. Quelle décision? Il a gardé des copies. Une assurance, disait-il. M'a garanti que personne ne viendra me chercher, ni ma famille. Nous avons déménagé à la campagne, changé de nom, commencé une nouvelle vie. Il est devenu juste un autre fonctionnaire à la retraite vivant modestement. Mais tu es parti, remarquai-je. Tu es retourné à Paris, tu as repris le nom de famille original. Elle détourna le regard. J'étais jeune, je ne croyais pas vraiment au danger. Je pensais que c'était sa paranoïa. Je voulais une vie différente, loin d'ici. Elle fit une pause. Ton grand-père m'a prévenu.
Il a dit que si je recommençais à utiliser le nom Olivier, si j'attirais l'attention sur notre famille, je mettrais tout le monde en danger. Nous nous sommes disputés, violemment. Nous ne nous sommes pas parlé pendant des années. Jusqu'à ce que je commence à lui rendre visite, complétai-je. Elle acquiesça. Il t'adorait, Gabriel. Il disait que tu étais différent, que tu avais le bon type de curiosité, le bon type d'intégrité. Mon oncle Auguste, qui était resté silencieux, absorbant tout, parla enfin. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si ces documents sont aussi dangereux que tu le dis, peut-être devrions-nous simplement les détruire et tout oublier. Je regardais ma mère, dont les yeux montraient maintenant un mélange de peur et de résignation. Tu as déjà essayé? De vendre ces documents avant, n'est-ce pas? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. C'est pour ça que vous vous êtes disputés. Ce n'était pas seulement parce que tu es retourné à Paris. Elle ne répondit pas, mais son silence était une réponse suffisante. Et maintenant, vous êtes revenus pour essayer à nouveau. Pour trouver le trésor que grand-père a laissé. Ce n'est pas si simple, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Tu ne comprends pas le genre de personnes impliquées, le genre de pouvoir qu'elles ont. Alors, explique-moi. Ma mère regarda mon oncle, puis moi. Un instant, je vis en elle quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la vulnérabilité. Le masque était complètement tombé. Les noms sur les documents. Certains sont encore en vie. D'autres ont des enfants, des petits-enfants, à des postes de pouvoir. Des fortunes ont été bâties sur cet argent détourné. Des carrières politiques ont été sauvées par le silence de ton grand-père. Et tu voulais utiliser ça pour quoi? Du chantage? Elle ne le nia pas. Je voulais juste ce qui nous revenait de droit. Ton grand-père aurait pu être riche. Il aurait pu nous donner une vie meilleure. Au lieu de ça, il a choisi de se cacher dans ce trou de faire semblant d'être pauvre, nous laissant nous battre pour des miettes. Je réalisais alors qu'elle ne comprenait vraiment pas. Elle ne comprenait pas que mon grand-père avait fait un choix moral et non financier. Qu'il avait choisi la sécurité de sa famille et sa propre intégrité plutôt qu'une richesse obtenue par le chantage ou la corruption. « Où sont les documents, Gabriel ?» demanda mon oncle, sa voix maintenant plus dure. « C'est une affaire de famille. Nous devons décider ensemble quoi faire. » Je secouai la tête. « Non. Grand-père m'a confié ça à moi, pas à vous. Et maintenant je comprends pourquoi. » Ma mère se leva, essayant de retrouver sa posture habituelle d'autorité. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Gabriel. Ces gens, ils n'hésiteraient pas à te faire du mal pour récupérer ces documents. Comme vous n'hésiteriez pas à les vendre au plus offrant, répondis-je en gardant ma voix calme. Ou peut-être que c'est le plan depuis le début. Trouver les documents, passer quelques appels aux bonnes personnes, empocher une belle somme. Elle ne le nia pas. Ses yeux disaient tout. Pendant des années, elle avait attendu cette opportunité. Et maintenant, j'étais sur son chemin. Je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison, dis-je en me levant. Maintenant. Ta maison? Rit mon oncle. Amer. Un professeur avec un salaire de misère qui se prend pour le gardien de secret d'État. Tu ne tiendrais pas une semaine. Si ces gens découvraient ce que tu as, peut-être. Mais je tiendrai plus longtemps que vous si j'appelle la gendarmerie tout de suite. C'était un bluff, mais ça a marché. Mon oncle pâlit. Tu ne ferais pas ça. Mettez-moi au défi. Ma mère posa la main sur le bras de mon oncle. Allons, Auguste. Elle me regarda une dernière fois et je vis quelque chose d'étrange dans ses yeux. Pas de la colère ou de la frustration. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Tu ressembles plus à ton grand-père que je ne l'imaginais, Gabriel. Ils partirent sans plus de discussion. Je restais debout dans la cuisine, écoutant le moteur de la voiture s'éloigner. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et mes mains tremblaient légèrement. Mais pas de peur, de détermination. Je sortis la clé dorée de la doublure de ma chaussure et la regardai briller sous la lumière du soleil, qui entrait par la fenêtre de la cuisine. Il était temps de découvrir ce que mon grand-père m'avait laissé d'autre à Caen, et plus important encore, ce que je ferais de cet héritage. Il ne m'a pas laissé 1 euro, il m'a laissé un choix. 3 jours plus tard, j'étais de nouveau à Caen. La banque commerciale de Normandie n'existait plus. Elle avait été absorbée par une plus grande banque dans les années 90. Mais le bâtiment historique du centre-ville abritait toujours une institution financière,
et les anciens coffres-forts avaient été conservés. J'expliquais ma situation au directeur, un homme d'âge mûr à l'expression sceptique. Je présentais les papiers de mon grand-père, la clé dorée et ma propre carte d'identité. Après plusieurs appels et vérifications, il me conduisit finalement au sous-sol du bâtiment, où une lourde porte en métal gardait la salle des coffres. « Nous avons quelques coffres qui datent des années 50, expliqua-t-il, tandis que nous marchions dans un couloir froid et bien éclairé. Ils sont rarement ouverts. La plupart des propriétaires d'origine sont décédés, et leurs héritiers ne savent souvent même pas qu'ils existent. Nous nous arrêtâmes devant un mur de boîtes métalliques numérotées. Le directeur localisa le 457 et inséra sa clé, maîtresse, la tournant une fois. « Maintenant la vôtre, me dit-il. » J'insérai la clé dorée dans la seconde serrure et la tournai. On entendit un clic satisfaisant et la porte du coffre s'ouvrit. Le directeur tira le compartiment métallique et le posa sur une table au centre de la pièce. « Je vous laisse tranquille, » dit-il en se retirant discrètement. « Appuyez sur la sonnette quand vous aurez terminé. » Quand la porte se referma, je me retrouvai seul avec le contenu du coffre que mon grand-père avait gardé pendant des décennies. Les mains tremblantes, je soulevai le couvercle. À l'intérieur se trouvait une mallette en cuir noir, vieillie mais bien conservée. Dessus, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la calligraphie familière de mon grand-père. J'ouvris d'abord l'enveloppe. Gabriel. Si tu lis ceci, c'est que tu as suivi les indices que j'ai laissés et que tu as compris la valeur du silence. Cela ne me surprend pas. J'ai toujours su que tu avais l'intelligence et l'intégrité nécessaires. Ce que tu as trouvé dans la maison et ce que tu trouveras dans ce coffre représente le fardeau que j'ai porté pendant des décennies. Un fardeau que je te transmets maintenant, non par obligation, mais par choix. En 1957, j'ai été envoyé en mission pour récupérer des documents d'un naufrage. Des documents qui impliquaient des personnalités puissantes dans des affaires de corruption et de détournement de fonds publics. J'ai fait mon devoir. J'ai récupéré le matériel. Mais j'ai ensuite découvert que ces documents n'atteindraient jamais le public. Ils seraient détruits et les coupables resteraient impunis. J'ai pris une décision qui a changé ma vie. J'ai fait des copies, j'ai gardé des preuves. Pas pour faire du chantage ou pour en profiter, mais comme une assurance vie. Comme une garantie que ma famille serait en sécurité. Ta mère n'a jamais compris mon choix. Elle n'a vu que ce que nous avons perdu, le statut, l'argent, une vie confortable, et non ce que nous avons gagné, la paix, la sécurité, l'intégrité. Dans cette mallette, tu trouveras des titres aux porteurs d'une valeur de 500 000 euros. Tout est légal, acquis avec mon salaire et investi au fil des ans. Tu trouveras aussi des documents originaux de l'opération Mousson et une liste complète des personnes impliquées, dont certaines occupent encore des postes de pouvoir aujourd'hui. Ce que tu en feras, c'est ton choix. Tu peux tout détruire et vivre ta vie en paix. Tu peux utiliser l'argent pour réaliser tes rêves, ou tu peux faire ce que je n'ai jamais eu le courage de faire, exposer la vérité. Quelle que soit ta décision, sache que j'ai confiance en toi. C'est pour ça que j'ai laissé cet euro symbolique dans le testament, un rappel silencieux que certaines choses valent plus que l'argent. Avec toute mon affection, ton grand-père, Richard. Des larmes silencieuses coulèrent sur mon visage quand j'eus fini de lire. J'ouvris la mallette et trouvai exactement ce que la lettre décrivait. Des titres au porteur, des documents officiels avec des tampons confidentiels, des photographies, des enregistrements sur de vieilles bandes magnétiques et une liste détaillée de noms, certains que je reconnaissais des livres d'histoire, d'autres qui apparaissaient encore régulièrement aux informations. Je sortis de la banque un homme différent, pas pour l'argent, bien que 500 000 euros soit une somme que je n'aurais jamais rêvé de posséder, mais pour la responsabilité que je portais maintenant, pour l'héritage que mon grand-père m'avait confié. Dans les semaines qui suivirent, je consultai un avocat de confiance, sans révéler de détails spécifiques. Il me conseilla sur la manière de procéder si je décidais de rendre les documents publics. Les risques juridiques, les éventuelles représailles, les implications pour ma sécurité personnelle. Je rendis également visite à un journaliste d'investigation de renom, quelqu'un réputé pour son intégrité.
Nous parlâmes hypothétiquement de documents historiques qui pourraient impliquer des personnalités puissantes, de la valeur de la vérité par rapport au prix de l'exposition. Ma mère m'appela plusieurs fois. Lors des premiers appels, sa voix alternait entre menaces voilées et tentatives de manipulation. Lors des derniers, il n'y avait plus que de la lassitude et une sorte de résignation. « Qu'est-ce que tu vas faire, Gabriel ?» me demanda-t-elle lors de notre dernière conversation. Je n'ai pas encore décidé. Certaines vérités devraient rester enfouies, dit-elle, presque suppliante. Certaines blessures sont trop profondes pour être rouvertes. Il ne s'agit pas seulement du passé, maman. Certaines de ces personnes sont encore au pouvoir. Elles influencent encore le cours du pays. Il y eut un long silence avant qu'elle ne réponde. Ton grand-père a porté ce poids pendant des décennies. Il aurait pu tout exposer, il aurait pu se venger des gens qui l'ont forcé à se cacher. Mais il ne l'a pas fait. T'es-tu déjà demandé pourquoi? C'était une question que je me posais moi-même. Pourquoi mon grand-père avait-il gardé ses secrets si longtemps? Par peur? Par prudence? Ou parce qu'il comprenait que certaines vérités, aussi importantes soient-elles, peuvent causer plus de tort que de bien si elles sont révélées au mauvais moment? Je retournai à Valpierre. La maison ne semblait plus si abandonnée. Je commençais à faire de petites réparations. Je réparais le toit, peignis les murs, nettoyais le jardin. Les habitants m'observaient avec curiosité, mais aussi avec un nouveau respect. Pour eux, j'étais le petit-fils qui avait hérité non seulement de la maison, mais aussi de la dignité silencieuse du vieux Richard. Un samedi après-midi, alors que j'enlevais les planches pourries de la terrasse, Madame Jeanne apparut avec une carafe de citronnade fraîche. « Votre grand-père serait heureux de vous voir prendre soin de cet endroit », commenta-t-elle en observant mon travail. Il aimait cette maison, vous savez. Il disait qu'ici il pouvait respirer en paix. « Vous saviez ?» demandai-je. « Qui il était vraiment ?» Elle sourit, énigmatique. Monsieur Richard n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais ses yeux racontèrent des histoires. Elle fit une pause regardant l'horizon. Il a changé quand vous avez commencé à lui rendre visite. Il était plus animé, plus vivant. Il disait qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait la valeur des choses qu'on ne peut pas acheter. Ce soir-là, je m'assis sur la terrasse fraîchement réparée, observant le ciel étoilé que seule la campagne peut offrir. J'avais devant moi 3 chemins, tout exposer et affronter les conséquences. Utiliser l'argent pour construire une nouvelle vie, loin d'ici, en oubliant le passé, ou suivre les pas de mon grand-père, gardant les secrets comme une police d'assurance contre les temps difficiles. La décision n'était pas facile. Chaque chemin avait son prix, ses implications. Mais en observant les étoiles, sentant la présence silencieuse de mon grand-père sur cette terrasse, je réalisais qu'il ne m'avait pas laissé seulement un héritage matériel. Il m'avait laissé quelque chose de bien plus précieux. La liberté de choisir. La confiance que, quelle que soit ma décision, elle serait prise avec l'intégrité qu'il m'avait enseignée. Je rénovais lentement la maison. Je laissais la croix sur le mur, le coffre intact. Et parfois, quand j'entends le vent murmurer dans le jardin que j'ai planté, j'ai l'impression qu'il est toujours là, à observer. Pas avec fierté, ni même avec amour, mais avec respect. Parce que j'ai écouté, parce que j'ai suivi, et parce que je n'ai jamais ri. 3 mois après la découverte dans le coffre-fort, je pris ma décision. Elle ne fut ni impulsive, ni motivée par la colère ou la cupidité. C'était un choix conscient, réfléchi, basé sur ce que j'avais appris sur mon grand-père, sur ma famille et sur moi-même. Je sélectionnai soigneusement quelques documents, pas tous, juste assez, et les envoyai à 3 destinations différentes. Le journaliste que j'avais consulté, un procureur de la République à la réputation irréprochable et un historien spécialisé dans cette période de l'histoire de France. Avec les documents, j'envoyais des lettres expliquant leur origine et leur importance, mais demandant la discrétion quant à la source. Avec le reste de l'argent, je créai une fondation anonyme pour financer des projets éducatifs dans des communautés défavorisées. Je me réservais une partie, assez pour vivre confortablement,
continuer à enseigner par plaisir et non par nécessité, et terminer la rénovation de la maison à Valpierre. Ma mère a pris ma décision par les nouvelles. Quand les premiers reportages commencèrent à paraître, révélant des schémas de corruption des décennies passées et des liens avec des personnalités actuelles, elle m'appela. Je m'attendais à des cris, des accusations, des menaces. Au lieu de cela, je n'entendis qu'un long soupir. « Tu es vraiment son fils, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix fatiguée mais sans colère. Têtu et idéaliste comme il l'était. « J'ai appris des meilleurs, » répondis-je. Il y eut un silence, puis « Fais attention, Gabriel, s'il te plaît. » C'était la première fois depuis des années que je sentais une véritable inquiétude dans sa voix. Comme si, enfin libérée du poids de la cupidité et de l'amertume, elle pouvait redevenir la mère qu'elle aurait peut-être toujours voulu être. Les révélations eurent l'impact escompté. Des enquêtes furent ouvertes, quelques personnalités politiques démissionnèrent, d'autres nièrent avec véhémence les accusations. Je reçus quelques menaces voilées, mais la large diffusion des documents fonctionna comme ma propre assurance. Me faire taire n'arrêterait pas la vérité qui était maintenant entre de nombreuses mains. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis assis sur la terrasse de la maison entièrement rénovée, corrigeant les copies de mes élèves. Je continue d'enseigner maintenant dans une université locale. La vie à Valpierre a un rythme différent, plus lent et plus authentique. La maison que j'avais un jour considérée comme un fardeau est devenue mon refuge. Je n'ai pas enlevé, le coffre-fort derrière la croix, je l'ai laissé vide mais intact. Un rappel silencieux de l'homme qui a vécu entre ces murs, portant des secrets trop lourds pour être partagés. Parfois, quand le soleil se couche et que les ombres s'allongent, dans le jardin j'ai l'impression que mon grand-père est là, assis à côté de moi, ne disant rien, juste observant avec ses yeux qui voyaient au-delà des apparences. Et dans ces moments, je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire dans sa lettre. Il ne m'a pas laissé 1 euro. Il m'a laissé un choix. Et avec ce choix, la chance de redéfinir ce que notre famille signifiait. Il ne leur a pas confié la vérité. Il m'a fait confiance. Et cette confiance, plus que tout héritage matériel, fut le véritable trésor qu'il m'a laissé. La maison que je voyais autrefois comme un fardeau est devenue une terre sacrée. Une boîte à énigmes contenant les derniers murmures d'un homme qui a joué sur le long terme. Et quand les visiteurs occasionnels posent des questions sur le vieux crucifix dans le couloir, ou commentent l'histoire mystérieuse de mon grand-père, je souris simplement et leur offre un café. Certains secrets méritent d'être révélés, d'autres d'être préservés. Savoir faire la différence, voilà le véritable héritage que Richard Olivier a laissé à son petit-fils.